Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche-d'Or. Ce soir, j'aimerais parler d'un sujet très important, il s'agit du diabète. Donc, chers adolescents qui me suivent, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a plusieurs types de diabète. Il y a ce qu'on appelle un diabète sucré. Et dans le diabète sucré, il y a plusieurs types. Il y a type 1, type 2 et nous avons le diabète gestationnel. Le type 1 s'appelle diabète insulino-dépendant, c'est-à-dire il dépend de l'insuline. C'est-à-dire que le patient n'a pas d'insuline. Donc la seule façon de traiter un patient diabétique type 1, c'est de lui donner de l'insuline. Le diabète type 2, c'est un diabète non insulino-dépendant, c'est-à-dire il ne dépend pas de l'insuline, où le patient peut très bien avoir des taux normaux, voire augmentés d'insuline, mais il a ce qu'on appelle, souvent il a de l'insulino-résistance, quelque chose qu'on va traiter ultérieurement dans un autre live ou dans une autre vidéo. Alors ce patient, il a du mal à utiliser son insuline. Par exemple, je vais juste simplifier les choses pour que l'insuline n'arrive pas à entrer dans la cellule et à faire son travail correctement. Donc du coup, on aura par conséquent un diabète type 2. Nous avons également le diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète de la femme enceinte. Alors, le diabète de la femme enceinte, il faut différencier, il faut être très vigilant, minutieux dans le diagnostic. Pourquoi? Pour différencier entre un diabète gestationnel, c'est-à-dire diabète de la grossesse, ou un diabète qui est préexistant, c'est-à-dire que la parturiente ou la femme enceinte était diabétique, mais elle l'ignorait. Alors pour ça, il faut bien s'acharner, il faut faire un très bon travail pour pouvoir... Pourquoi c'est important de chercher est-ce qu'il y avait un diabète préexistant? Eh bien, pour chercher les complications. On peut très bien avoir un diabète type 2 préexistant, méconnu chez une femme enceinte, et qu'il y a par exemple une néphropathie diabétique ou même une insuffisance rénale en cours. Très bien. Nous avons également une intolérance au glucose. Alors pour l'intolérance au glucose, qu'est-ce qu'il faut faire? En général, chez la femme enceinte qui a des facteurs de risque qu'on va traiter dans le sujet du diabète gestationnel, on fait un test pour savoir est-ce que la patiente a une intolérance au glucose ou pas. C'est-à-dire son corps n'aime pas le glucose. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux tests où on donne, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, on donne à la dame, on demande à la dame d'ingérer une quantité de sucre très importante et par la suite on va mesurer dans son sang la quantité du sang, c'est-à-dire le taux de la glycémie veineuse après 30 minutes, après 1 heure, après 2 heures. Et comme ça, on va voir comment son organisme réagit face à l'hyperglycémie orale provoquée. Très bien. Maintenant, on va se concentrer sur le diabète type 2 et on va essayer de comprendre comment est-ce que je peux savoir, d'abord, comment est-ce que je peux savoir si je suis diabétique ou pas. C'est simple pour moi parce que je suis médecin, mais c'est difficile pour les autres. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a aucun signe, pratiquement aucun signe, alors que le patient ou la patiente peut très bien avoir un diabète avec des complications carrément. Très bien. Alors, parmi les signes, on va parler maintenant, on va ouvrir la parenthèse des signes cliniques, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux sentir ou voir ou toucher dans mon corps et qui peut m'orienter vers un diabète. Ce sont les signes principaux cardinaux, si vous voulez, c'est polyurie polydipsie, c'est-à-dire que le patient a toujours soif, il boit une grande quantité d'eau par jour, et la polyurie, c'est-à-dire un patient qui part souvent aux toilettes, il a une importante quantité d'urine. Parce que s'il part souvent aux toilettes alors qu'il a juste une petite quantité d'urine, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une pollakiurie, où le patient part aux toilettes pour une petite goutte. Ça peut être en rapport avec une impériosité, avec beaucoup de choses. Alors là, j'insiste sur ce point-là. Un diabétique qui a une polyurie, c'est quelqu'un qui part souvent aux toilettes et qui a une importante quantité d'urine. Très bien. Des fois, nous avons des signes cliniques qui ne sont pas typiques. Par exemple, on a un patient qui est fatigué. On a un patient qui a une sorte de vertige. On a un patient qui est arrivé au stade d'insuffisance rénale. On a une patiente qui a un prurite vaginal ou des vulvovaginites à répétition avec des leucorrhées, c'est-à-dire comme une sorte de perte, mais ce sont des leucorrhées, c'est-à-dire des leucorrhées qui ne sont pas physiologiques. Par exemple, avec une haleine fétide, ça sent mauvais.
Il y a plusieurs couleurs à différencier, à traiter, à diagnostiquer. Elle peut avoir du leucorrhée blanche, jaune, verte ou brune. Vous voyez? Donc, par exemple, moi, j'ai déjà diagnostiqué le diabète type 2 avec une hémoglobine glycée vraiment très élevée chez des femmes qui avaient uniquement des prurites au niveau vaginal ou au niveau vulvo-vaginal. Vous voyez? Dans certains cas, nous avons également d'autres signes atypiques comme le trouble érectile chez l'homme. Et vous ne pouvez pas imaginer combien la guérison est spectaculaire, l'amélioration est spectaculaire chez ces hommes. Pourquoi? Parce que quand on diagnostique un diabète chez des gens qui n'ont jamais eu, voilà, pour la première fois, on diagnostique un diabète avec une hémoglobine augmentée chez un patient qui a vraiment utilisé tous les médicaments que vous pouvez imaginer pour traiter son trouble érectile. Mais finalement, après avoir vu un médecin généraliste, il a découvert que c'était uniquement à cause de son diabète type 2. Et après, par exemple, après le démarrage du traitement, quand on a débuté le traitement, le patient a touché l'amélioration et c'était vraiment ça s'est très bien passé et les patients sont très satisfaits, vous voyez. Donc les signes cliniques, il faut absolument solliciter un médecin. Pourquoi? Parce que des fois c'est atypique. Donc on n'attend pas la polyurie polydipsie pour dire que ce patient ou cette patiente doit voir son médecin. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on demande comme bilan? Tout diffère d'une personne à l'autre. Moi, personnellement, je ne traite jamais et je ne demande jamais le même bilan pour tout le monde. Pourquoi? Parce que si je reçois par exemple une dame obèse, âgée, avec un antécédent de prise de pilules pendant des années, là vraiment je vais m'acharner à bien explorer son appareil cardio-circulatoire, je vais chercher beaucoup de choses, je peux très bien me permettre de demander beaucoup de bilans. Si je vois des signes d'hypothyroïdie chez la dame, je peux très bien demander un bilan thyroïdien. Mais sinon, on commence toujours par tout ce qui est vraiment simple. Je vais partager avec vous juste quelques éléments et non pas tout parce que vous n'êtes pas censé tout connaître. Un, c'est la glycémie, en genre. La glycémie, nous avons deux. Nous avons la glycémie capillaire, ce qu'on prend ici, ça s'appelle la glycémie capillaire. Et nous avons la glycémie veineuse, ce qu'on prend ici. C'est-à-dire à partir d'une prise de sang veineuse, du sang veineux. Vous voyez, donc ça s'appelle la glycémie veineuse. Et elle est plus significative. Et puis nous avons l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée ou glycosylée, c'est, on dirait, le stock de glucose dans le sang. Alors, je vais m'arrêter pour vous expliquer un petit point. Nous avons du sucre qui circule et nous avons du sucre qui est stocké, c'est-à-dire des montagnes de sang, de sucre. Ce que je n'aime pas, moi, chez les gens, c'est des fois, ils font de la glycémie capillaire et quand ils trouvent, par exemple, 0,9, 0,75, ils se disent que moi, je n'ai pas de diabète. Je suis tranquille, je n'ai pas de diabète. Ma glycémie est normale. Alors que chez ce patient, on peut très bien avoir une hémoglobine glyquée à 7, à 8. Vous voyez? Donc, il ne faut jamais faire confiance à la glycémie capillaire. Certes, quand elle est augmentée, ça peut nous orienter vers un diabète ou une hyperglycémie ou une intolérance au glucose, mais on ne peut pas compter sur ça pour juger que le patient va très bien et qu'il n'a pas de diabète. Vous voyez? Parmi les bilans que j'aime bien demander, c'est la fonction rénale. Vous êtes diabétique, par exemple, je viens de diagnostiquer le diabète chez vous. J'aimerais bien avoir une idée sur votre rein, votre rétine et votre cœur. Pourquoi? Parce que les principales complications du diabète type 2, c'est les rétinopathies diabétiques, c'est les coronaropathies ou beaucoup de troubles au niveau vasculaire, au niveau des vaisseaux qui irriguent le cœur, vous voyez. Et nous avons également des néphropathies diabétiques. Donc, 1, 2, 3. Pour ce qui est des yeux, je vais demander, par exemple, une bonne exploration spécialisée par un ophtalmologiste. Et je veux que tout soit écrit sur le carnet de santé. J'insiste beaucoup, mais je dérange beaucoup mes patients par ça, par le cahier de santé, mais sincèrement, c'est très pratique et ça l'aide ça nous aide à protéger le patient de beaucoup de complications. Pourquoi? Parce que moi, je suis médecin généraliste, je traite un diabète. L'ophtalmologiste va tout écrire, je vais avoir une idée sur sa rétinopathie. Quand je veux l'orienter chez un néphrologue, le néphrologue il sait très bien que le patient a une néphropathie. Quand il veut par exemple se faire opérer, je ne sais pas moi, pour
je sais pas, pour cataracte, pour une chirurgie en urgence, par exemple une appendicite, une cholécystite. Alors là, il faut que ce chirurgien en urgence, c'est-à-dire qu'il va opérer le patient en urgence, ait une idée sur ce qui se passe dans son corps. Donc c'est là où le cahier de santé trouve sa place. Et également, quand le patient est admis au déchocage, c'est-à-dire réanimation, urgence de la réanimation, où le patient est en état de coma, par exemple, confusion, ou en état de coma, et là, le réanimateur serait très heureux s'il trouve un cahier de santé où tout est écrit. Vous voyez, ça va faciliter la tâche pour le patient, pour le réanimateur. Très bien. Et par la suite, pour le patient. Donc, j'aimerais avoir une idée sur la rétine du patient, sur son cœur. Donc, je demande obligatoirement un ECG, électrocardiogramme et un avis cardio spécialisé. Je demande un bilan minimal rénal, c'est-à-dire l'urée, la créatinine, la protéinurie et la microalbuminurie. Ça me donne une idée sur le patient, qu'est-ce qui se passe dans ses reins. Pourquoi? Parce que les reins sont ce sont des organes, bon, pour moi, tous les organes sont nobles. Le rein est un organe vital. On ne peut pas survivre sans rein. On ne peut pas rester sans filtration glomérulaire. Donc, je veux avoir une idée sur la fonction rénale. Si je trouve que l'urée et la créatinine sont normaux, le taux est normal de la créatinine et de l'urée, ça ne veut pas dire que les reins sont en bonne santé. Là, on va entrer dans un autre sujet, c'est-à-dire la filtration se fait dans mon corps, le sang est filtré dans mon corps, mais il y a un rein qui souffre, il y a des néphrons qui souffrent, il y a une partie du rein qui souffre, par exemple. Il y a tout un rein qui n'est pas fonctionnel. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est très arborisé en médecine générale. C'est pour ça que je vous ai dit au début que le bilan que je demande chez le patient diabétique diffère d'un diabétique à l'autre. Donc, l'automédication, vraiment, est très nocive pour les patients. Je vous conseille de ne jamais utiliser le médicament d'une autre personne diabétique et ne jamais suivre ses pas. Ou suivre les pas d'un médecin qui a, par exemple, demandé un bilan, par exemple, hormone thyroïdienne, je ne sais pas, la PSA pour la prostate, d'autres bilans, un bilan hormonal X, vous voyez? Donc, on ne demande pas la même chose. Mais le minimal, c'est quoi? Je vais arrêter la vidéo parce que je suis trop fatiguée. Si vous aimez ça, et permettez-moi de savoir uniquement le détail que vous voulez que je développe. Alors, vous êtes diabétique? Vous n'êtes pas diabétique? Vous suspectez être diabétique? Vous avez peur? Vous avez un antécédent familial, c'est-à-dire un parent ou des proches qui sont diabétiques? N'hésitez pas à voir votre médecin traitant, médecin généraliste. Et c'est à lui de demander est-ce que vous avez besoin d'un bilan, c'est-à-dire hémoglobine glyquée ou non? Est-ce que vous avez besoin d'un bilan néphrologique ou pas? Est-ce que vous êtes diabétique ou pas? Donc, vous ne devez pas vous soucier pour savoir est-ce que vous êtes diabétique ou non. Laissez tous ces soucis, toutes ces incertitudes au médecin parce que nous, on est capable de gérer ça sans souffrir. D'accord? Donc, c'est à nous de penser à votre place. Très bien. Résumé. Toute personne diabétique type 2 doit normalement bénéficier chaque 3 mois d'un bilan complet, c'est-à-dire la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée, la fonction rénale. Bon, la fonction rénale, ça dépend de l'état du patient. Chercher une anomalie lipidique, c'est-à-dire le cholestérol total, triglycérides, HDL, LDL, c'est-à-dire le bon et le mauvais cholestérol. Et également, il faut essayer chaque année de faire un bilan des complications, c'est-à-dire je vais par exemple demander la microalbuminurie, la protéinurie de 24 heures. Je vais demander un ECG, ça c'est la moindre des choses, exploration cardiaque par un cardiologue, c'est-à-dire une exploration spécialisée. Et également, je vais solliciter mon ophtalmologiste pour faire un fond d'œil. Ça, c'est le minimum, le strict minimum. Vous voyez? Donc, c'était une vidéo sur le diabète. Première vidéo médicale à 100%. Je parle de la santé physique.
et faite par docteur Asma Hamdouni, médecin généraliste à Bouchetor. Je vous souhaite une excellente soirée. Permettez-moi de connaître les sujets qui vous intéressent, c'est-à-dire dysthyroïdie, c'est-à-dire cancer, c'est-à-dire épigastralgie. Est-ce que vous avez des maladies ou des plaintes physiques qui vous inquiètent? À la prochaine.